Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle épisode de l'hebdomadaire du Miken AB Show. Je me dois de juste réajuster le micro et c'est parti. Comment il va, Mika? Bah, ça va et toi? Ça va, Comment il va Mika? mon vie plutôt, j'ai envie de dire. Ça va. Écoute, période hivernale, Bon. je suis très, très frileux en ce moment-là. Ah ouais? Ah ouais. T'as Ah, froid? le froid, il épargne personne, là. C'est fou. Et c'est vrai que le froid, il épargne personne, comme t'as dit. Attends, je vais juste réajuster un peu. Parce que après, sinon, on voit de biais. C'est bon, excuse-moi. Carré. Tout est carré, Mika, allons-y. Bah écoutez, déjà, bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Mickey, on va revenir sur l'actualité. Exactement, on On va va revenir revenir. sur l'actualité. Forcément, le gros sujet du jour, ça va être Cédric Doumbé contre Baki, qui a été officialisé par plusieurs médias, qui vient Sauf, d'être... sauf l'un des concernés, hein. ah ouais, c'est ça, et qui a été démenti là par Doumbé sur Twitter. Voilà, il dit qu'il n'a jamais reçu la proposition. Mais bon, bref, on va revenir sur ça un peu plus tard dans le podcast. Là, on va revenir sur l'actualité. La semaine dernière, on utilisait le KOF, là, le KOF qui avait lieu en pleine semaine à Marseille. On utilisait aussi l'AEF. Et on avait aussi le combat de Taylor Lapillus. Donc, on va revenir par ordre chronologique, Mika. Mercredi, on avait Ouais. le... Non, jeudi soir, on avait le KOF. C'était la troisième édition qui se déroulait à Marseille. Exactement, troisième édition qui se déroulait à Marseille. On rappelle le KOF, c'est une organisation qui va mettre en lumière les amateurs en première partie de carte et ensuite qui va proposer entre guillemets, une carte, une main carte avec des combattants pros, des combattants qui arrivent sur le circuit, et à chaque fois, ils essayent de mettre, on va dire, un beau main event. Là, le main event de la soirée, il était beau sur le papier, parce que c'était Jiroun face à Poney. Après, honnêtement, les deux combats se sont gérés. Il n'y a pas eu de gros prise de risque ni de l'un ni de l'autre. Jiroun, il a pris l'ascendant sur Poney sur les trois rounds assez rapidement dans le combat. Et Jason, en fait, il n'a pas su réussir à imposer son rythme ou il n'a pas réussi en fait à emballer le combat. Et du coup, on est resté sur un faux rythme pendant tout le combat. Et donc, victoire à l'expérience et tactique de la part de Jiroun. Donc voilà, c'est un combat vraiment d'expérience qu'il y a eu et un combat de haut niveau en striking, mais il n'y a pas eu d'emballement. Donc du coup, je peux comprendre que les gens étaient un peu déçus parce qu'il n'y a pas forcément eu le spectacle attendu. Et, Ensuite, ouais. ouais, dis-moi. Non, non, vas-y, je te laisse poursuivre. Ensuite, je déroule. On a eu Sami Yaya contre Portela, un Brésilien qui est venu. Beaucoup voyaient Portela comme un faire-valoir et au final, ça a été très dangereux pour Sami Yaya, qui s'est fait durement toucher sur les calf kicks et d'ailleurs qui perd le premier round et de loin. Au deuxième round, Sami Yaya commence à revenir et récupérer le deuxième round. Et au troisième round, il y a une intervention de l'arbitre qui arrête le combat sur un TKO. Même si je pense que l'intervention de l'arbitre, elle est un peu, à mon sens, un peu prématurée. Ça change pas la décision dans le sens où Sami Yaya partait pour gagner le troisième round et donc du coup partait sur une décision unanime de round à un. Mais c'est vrai que je reste un peu sur ma faim et je pense que le combat aurait mérité une meilleure fin. Ensuite, on a eu Badr Medkouri qui re-signe avec la victoire, qui a fait une belle entrée, une belle prestation et franchement qui s'est imposé avec la manière, pareil sur un leg kick, en fait, un low kick. Il a réussi à mettre son adversaire au sol et ensuite il l'a fini avec des hammer fist. Donc félicitations à lui. C'est marrant On parce a que, ensuite. tu sais, le gars qu'il a affronté, là, c'est une sorte de grand viking. Et à l'époque, il y avait un gars en Angleterre qui m'avait envoyé un message. Il m'avait dit, ouais, il y a ce gars-là, Thomas Narmo. Il m'a dit, ouais, il y a ce gars-là qui va te call out. Donc, en gros, je joue le jeu et bah, finalement, j'ai pas une Bah, nouvelle. je pense que pour lui, la France, c'est fini parce qu'il y a eu des soucis à la fin du combat avec la FLD. Il n'a pas voulu Ah aller faire ouais? les. Ouais, je parle bien de Narmo. Donc ça va être compliqué pour lui de revenir sur le circuit français, je pense. Ensuite, on a eu Alfandari qui a fait ses débuts pro et qui finit le round sur un high kick KO. Et c'est ce qu'il avait annoncé. Je sais pas si tu as vu avec le banner. Il discutait à la pesée, il s'amusait à discuter. Et le banner, il lui a dit, tu veux quoi? Enfin, il a demandé à le banner ce qu'il voulait comme finish. Et Ouais. le banner lui a dit, bah, mets-moi un KO jambe arrière high Ouais, kick. c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait pendant le combat. Donc, bah, pour lui, la hype, elle est full. Et ensuite, il y a un combat qui m'a particulièrement. Mika, c'est Axel Alfandari.
Ouais, c'est ça. C'est lui Ok. que je te disais, Ok. Alfandari. Et ensuite, il y a un gars de la bonne école. Il s'appelle, alors son nom, il est imprononçable. Rakoton Drazanami. Mathieu, ça sera plus simple, qui affrontait Daoud Som, un ancien partenaire d'entraînement. Et Mathieu a mis pour moi le KO de l'année. Bon, après, on est au mois de janvier, donc c'est assez logique pour l'instant. Mais il a mis le KO de l'année et ça me fait plaisir pour lui parce que c'est une belle revanche. Parce que l'année dernière, c'est lui qui avait subi l'un des pires KO sur le sol français. Il avait pris un KO contre Lévy au Brave, l'Hexagone Brave. Et là, pour lui, bah, ce retour à la victoire et surtout le retour de la manière des manières, parce qu'il gagne avec un KO. Donc, félicitations à lui et content pour son retour. Voilà pour les combats en tout cas qui m'ont marqué. Ensuite, il y a un amateur aussi qui attire mon attention. Il s'appelle Amine Bouaza. C'est sa sixième victoire en tant qu'amateur, 6-0. Et pareil, il faudra le suivre, à suivre en tout cas pour les événements à venir. Et voilà ce que j'ai à dire sur Marseille. Dans l'ensemble, l'ambiance était bonne, même si le gala, il n'était pas full, le palais des Sports de Marseille, mais il y avait au moins 2500 personnes, donc c'est quand même énorme. Ouais, Sébastien Lowe en speaker, donc ça c'est toujours bon signe. un Et, classique. euh, et voilà, en tout cas pour le COF, voilà mon analyse. Je te laisse prendre le relais pour l'AEF. Ouais, juste pour finir sur le coffre, ils ont quand même annoncé l'édition 4, 5 et 6 le 17 février. C'est au Palais des Sports au Mans. Le coffre 5 le 3 mai au Zénith de Lille et le coffre 6 à Rennes de Brest le 1er juin. Donc voilà, ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux et c'est bien parce qu'ils ont déjà validé et officialisé les prochaines dates. Donc c'est pas mal. Exactement. Donc bah pour l'AEF, j'étais au poste de commentateur avec Agnès de Culture et Moi. C'était une belle expérience. Si je me dois d'être objectif, j'ai toujours complimenté l'AEF. Je trouvais que voilà, c'était des cartes qui étaient. En fait, la particularité de l'AEF, c'est qu'ils ont réussi à créer en fait de la hype avec des combats amateurs, chose qu'on ne voyait pas à l'époque. Maintenant, en fait, quand on avait été à la EF4, toi et moi, je me rappelle, on n'avait pas eu le temps de faire le débrief, je ne sais plus pour quelle raison. Le point négatif que je peux constater pour la énième fois, c'est en fait la différence la différence sur les match-ups. Tu sais, par exemple, Samba Sima, qui a été médaillé troisième au championnat du monde IMAF, il est actuellement à 17-3, voire 15-3 sur Tapologie. Et il a affronté Elmim Barki, qui était à 0-0, tu vois. Et par exemple, en fait, je sais que je vais en parler d'ailleurs avec Malik Silla, parce que, en fait, même toi, tu le disais parfois dans certains podcasts que Samba Sima devrait passer pro. Donc moi, j'en parlais avec Malik Silla, je le comprends. Il me dit qu'il a que 20 ans et qu'ils veulent aller chercher des titres européens, mondiaux et tout. Donc ça, je l'entends et c'est bien, c'est ambitieux. Maintenant, je sais qu'il faut se construire, qu'il faut prendre son temps en amateur, mais il faut... En fait, je pense que ce genre de match-up-là, ça le dessert. Ouais, d'affronter vraiment un mec qui a 0-0, il y a trop une grosse différence Exactement. au niveau de l'expérience. Moi, je suis d'accord avec toi, surtout si tu vas chercher des titres européens mondiaux, on va dire, ou même MMA mondiaux. En fait, même si on dit oui pour rester actif, mais comme tu l'as dit, en fait, il n'y a aucun intérêt dans le sens où, bah voilà, ça s'est fini au premier round par KO TKO. Et il y a un autre combat pareil où j'ai trouvé que ça a été un peu dur, c'est les débuts, même si on sait que Duragrain, il faisait ses débuts pro et donc il affrontait quelqu'un qui avait le même palmarès que lui, entre guillemets, en début pro. Sauf qu'il y en a un des deux qui avait aucun parcours amateur. Ouais, Noah Loton, il a jamais combattu en amateur. Et alors que Duragrin, il a une expérience importante en amateur. Il a plus d'une quinzaine de combats. Et pareil, ça s'est vu tout de suite dans le combat. Victoire KO au premier round. Et là, pour le coup, autant je félicite les coachs, etc., quand il y a un travail de formation avec leurs combattants, etc. Mais il faut pas que ça devienne au détriment du sport ou au détriment des autres combattants. Ça veut ouais, dire que je comprends qu'on puisse construire la carrière de quelqu'un, mais mettre des combats comme ça avec un faire-valoir en face, entre guillemets, je suis pas sûr que ça fasse grandir ni le combattant, ni l'équipe d'en face. Il faut bien penser qu'en face, vous avez aussi un combattant. Et je trouve que c'est assez injuste au final de matcher ce type de combat. Après, il y a eu des combats qui étaient légèrement plus, on va dire, tu vois, par exemple, le main event, même si on savait que Abi Bora, il allait être
favori, Favori? mais il a quand même affronté quelqu'un qui avait 8 combats pro, entre Mhm. guillemets. Donc, tu vois, là, on peut se dire, bon, bah, ok, au moins, il a affronté un mec qui avait de l'expérience dans le MMA professionnel et donc potentiellement qui aurait pu le mettre en difficulté. Après, il y a un autre combat aussi qui m'a marqué sur le déséquilibre. C'est le Belge Boris Atangana Ah, c'est qui a Alain. Ah, affronté. ouais, c'est Alain Mbarga. Mais il a Ouais, écrit voilà. Boris sur Tapologie, je sais pas Ouais, pourquoi. ok, bon. En tout cas, Mbarga, il a pris Mohamed Bamba qui avait 0 combat. Lui, on le sait, il a beaucoup de combats pro, amateurs, pardon, et c'est que des victoires. Je vois pas l'intérêt d'aller le mec contre un mec qui a 0-1. Bon, ça, c'est les points négatifs que j'ai pu regarder, en tout cas sur cette carte. Un des combats, par contre, que j'ai trouvé intéressant, et d'ailleurs, c'est un combat qui est à la décision. Donc là, on voit encore une fois que ça trompe pas quand on a des oppositions équilibrées. En général, c'est pas des combats qui se finissent au bout d'une minute. Après, ça peut arriver. Mais c'est le combat de Amaury Wako contre Hugo Boisjol. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça, bah, c'était vraiment un combat équilibré, bah, que ce soit sur papier ou, tu vois, en termes de technique et tout. Exactement. Et je trouve que ça, c'est des combats qui auraient dû être, pour le coup, très médiatisés. Et c'est vrai que moi, si j'ai un point négatif à faire sur là-dessus, c'est qu'on a des super bons gars de manière individuelle. On a Duragrin, Abirora, Vako et Boisjol. Bon, bah, j'ai rien à redire. On a Mbarga. On a le Nessim Agdim, le Belge, pareil, il a 19,5 en amateur, il va affronter un gars qui a 2-2. Et Aucun pourtant, le sens. combat, il était serré, tu vois. Ouais, mais quand même, ça n'a pas de sens dans Samba Sima qui affronte l'autre. Et voilà, ce qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, ils ont des individualités de ouf. Ils arrivent à avoir vraiment, pour le coup, des gars que Ouais. beaucoup d'organisations aimeraient avoir sur leur carte, ça faut le reconnaître. Mais par contre, sur le niveau de match-up, c'est vrai que là, j'ai trouvé attention à pas trop rentrer dans la construction de carrière et à pas trop rentrer dans le jeu de on prend aucun risque, on veut une victoire à 100%. Non, une construction de carrière, c'est des combats qu'on estime pouvoir gagner à 75-80%. Mais si c'est un combat gagné d'avance, autant pas le faire, ça fait progresser personne. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire sur Ouais, la. écoute, on se rejoint après, en tout cas, voilà, pour les points positifs, parce qu'il y en a, hein, comme j'ai dit, ça fait un petit moment que j'en parlais. Il y a un beau show, et tu sais, même en termes d'organisation, la manière dont les combats ils s'enchaînent, c'est bien, il y a la coordination et tout. C'est professionnel alors qu'ils sont qu'à leur cinquième édition, donc voilà, je tire mon chapeau à Willy. En tout cas, Mika, pour les organisations en tout cas de la semaine, c'était ce qu'il y avait. Maintenant, on avait aussi, bon, on en parlera dans une autre vidéo, enfin dans la vidéo qui sortira juste avant l'hebdomadaire, pour revenir sur le combat de Taylor. Mais Mika, Ouais, là, voilà, pour qu'on explique bien, le combat de Taylor, on va le débriefer dans l'autre vidéo parce qu'on fait une actualité sur les 12 Français qui sont actuellement à l'UFC et on va faire un point sur chacun des Français, où ils en sont, s'ils ont des dates, qu'est-ce qu'on peut espérer pour eux cette année, qu'est-ce qu'ils visent. Voilà, on va faire vraiment une vidéo seulement Français et UFC et on reviendra donc notamment aussi sur l'annonce Benoît Saint-Denis Poirier et les combats de Faresiam, Yanis Guémouri, enfin voilà, on reviendra sur tout le monde. c'est ça, donc Mika, on peut parler du combat entre Cédric Doumbé et Baki, qui a été en fait annoncé, relayé par quasi tous les médias de la sphère MMA. Sauf que Doumbé, il a réagi sur un tweet, non, je l'ai pas devant mes yeux. Donc en gros, voilà, il fait comprendre que le combat n'a pas été officialisé, qu'il n'a rien reçu de son côté. Il a même juré par Dieu qu'il n'a rien reçu de son côté. Donc je t'avoue que moi, je suis un petit peu. Enfin, je comprends pas trop parce qu'en fait, du côté de Baki, enfin, de ce que moi j'ai entendu, ça a été validé. T'as la sueur qui ont validé, t'as les maîtres fumés aussi qui ont validé l'information, tu sais, t'as plein de médias qui ont validé pour que finalement Cédric lui revienne et qu'il dise que le combat n'est pas officiel. En tout cas, la manière dont il tweet, il n'a pas l'air d'être vraiment emballé à l'idée de ce combat parce qu'a priori, il y avait plusieurs en fait propositions. Et là, je cite la source, c'est les maîtres fumés qui ont dit qu'il y avait soit Loré, soit Baki, ou soit deux vétérans UFC. Donc en tout cas, voilà, c'est un Ouais. combat que toute la France attend, qu'on aimerait voir. C'est un combat équilibré sur le papier. Mais en tout cas, voilà, à l'heure où je vous parle, en tout cas, bah, il y a rien de signé, en tout cas, a priori, du côté de Doumbé. Donc, Bah, moi, en tant que Français, de toute manière, c'est le combat que j'ai envie de voir. Tu peux me mettre même.
Anthony Pettis à Paris, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais on va dire Anthony Pettis, même si c'est une légende de ce sport, c'est une légende qui est un peu dépassée aujourd'hui. Il suffit de regarder ses dernières sorties pour comprendre Ouais. que bon bah il est plus du tout au sommet de la pyramide. Aujourd'hui, on a Doumbé qui arrive fort dans le MMA et qui a fait quand même qui a fait taire beaucoup de gens avec son KO assez incroyable sur Jordan Zebo. Et effectivement, le combat contre Baki, au vu de l'histoire qu'il y a entre les deux, au vu du palmarès de chacun, l'un qui est vraiment tout jeune dans les sports de combat et l'autre qui est quand même un ancien des sports de combat, une légende dans le monde du kickboxing et qui arrive pour le coup dans le monde du MMA, c'est le combat qu'on a envie de voir. Après, je vais pas dire que c'est un combat qui est à une carrière, c'est pas vrai. Les deux auront une carrière derrière, derrière ce combat, mais c'est quand même un combat où les deux prennent des grands risques. Je dis pas que leur hype va s'éteindre, mais, euh, mais c'est des combats qui vont laisser qui va laisser des traces. Ah ouais, même Et, du côté de Baki, tu penses? ah bah si Baki perd, ça va laisser des traces sur sa carrière. Il va au moins un an et demi, 2 ans avant de gommer la défaite et de repartir sur une série de victoires pour être éligible aux grosses organisations. Aujourd'hui, Bakis, le vrai combat test qu'il devait avoir, c'était contre Clint Hammer. Ouais. Aujourd'hui, la réalité, si tu veux vraiment juger du niveau de Baki, bah effectivement, c'est impressionnant la puissance qu'il dégage dans ses combats et, l'explosivité, etc. Ça, j'ai aucun problème. Maintenant, on peut pas dire qu'il a affronté Ouais, gros top de gros européens. prospects. Enfin, il avait. Non, Ouais. Non, non, je te non, rejoins, je te rejoins. aucun. La Aucun. gros, faut, pareil, Non, non, lui, il a non. En fait, il avait affronté quand même un gars qui était solide, c'était Bobby Palette. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu Bobby vois? Palette, qui est ben, je l'ai toujours dit, qui est le plus fort des gars qu'il a affronté, et Bobby Palette, c'est solide. C'est une Ouais. réalité. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, c'était pas du niveau de Klinkhammer, c'est pas ça. Maintenant, comme tu l'as dit, en tout cas, c'est le combat que j'ai envie de voir. Et si le PFL monte ce combat, je pense que en termes, j'aimerais bien avoir genre les statistiques sur le nombre de tweets et le nombre même de visionnages qu'il va y avoir pour le PFL, parce que je pense qu'ils peuvent battre les records de l'UFC, de Bah l'UFC déjà, Paris. bah ouais, moi ça m'étonne pas. En plus, dans sa dernière vidéo, lorsque Doumbé, en fait, il montre les backstage, tu sais, du face-à-face avec Venom Page, tu vois qu'il parle avec le boss ou un des matchmakers. Je crois que c'est le boss du PFL, lors du PFL de Dublin, et à un moment donné, je crois qu'il y a c'est Doumbé qui lui shot. En gros, je pense qu'on peut le faire, je crois, le Bercy. Donc ah, voilà, allez vérifier. Ouais, Le Bercy, si, je pense qu'ils le si, font easy, hein. mais ils le font easy. Franchement, ils montent Baki Doumbé, ils font Bercy. Là, pour le coup, il n'y a pas un Français qui fait du MMA qui va pas vouloir voir ce combat. Et le pire, enfin, c'est même pas le pire, au contraire, c'est ce qui est beau, c'est qu'en plus de l'histoire du combat, c'est que je pense que ça va être un beau combat de MMA. Là, pour le coup, Ouais, on va bien vraiment avoir sûr. un. Là, pour le coup, on pourra ni pour l'un ni pour l'autre parler de. On va dire, pour le coup, c'est un combat qui va légitimer la parole des deux, entre guillemets. Ça veut dire que celui qui va gagner va devenir très légitime dans le monde du MMA. À un certain niveau, Mika. Enfin, sur le niveau Ah, quand national. même. Ouais, mais même national, ça deviendra du top national. Incontestablement, ça deviendra les top performeurs de la catégorie. En, Après, je en, suis d'accord en qu'il y en fait, a d'autres. parce que tu sais, quand tu regardes Baki, tu regardes son historique en MMA, même dans sa manière d'être et tout, je pense pas qu'il a autant à perdre que Doumbé. Très très honnêtement, déjà en termes du niveau de sa carrière, il est jeune, tu vois, ça reste un prospect. Donc même s'il venait à perdre, voilà, ça dépend de la manière et tout, hein, ça dépend vraiment de la manière. Tout va jouer sur la manière en fait. Si déjà le combat il a lieu et que si c'est Baki qui devait perdre ou si c'est Doumbé, tout va jouer sur la manière. Maintenant, quand je dis que Baki il a moins à perdre, c'est qu'en termes de communication, voilà, il a pas sa langue dans sa poche non plus. S'il a un trash talker face à lui et que il reçoit des paroles, il va y répondre, notamment comme face à Doumbé. Maintenant, je pense pas qu'il y aura autant de répercussions si Baki perd ce combat que si Doumbé perd le combat. Ouais, Parce qu'avec tous ouais. les montages, avec toute la communication, avec le trash talk, les Ouais, pics qu'il envoie à ses adversaires. franchement, ça, j'ai du mal, faudra mesurer. Mais ce qui est sûr, c'est que
Baki, comme il est jeune, il aura plus de temps pour se refaire derrière. Maintenant, c'est vrai que pour Doumbé, s'il perd contre Baki, je trouve que quand même, là, il y a en fait, j'ai quand même le sentiment que le risque, pour le coup, le plus gros risque de carrière, il est pris chez Doumbé, hein. Bien sûr, parce que, comme tu as dit, Baki, il est jeune, il a le temps de se refaire, et regarde. Demain, Baki perd le combat, ok, il a perdu contre une légende du kickboxing, Ouais, il a perdu mais contre un gars qui a qui a le knockout power, tu vois. Doumbé, c'est pas personne dans les sports de combat. Et surtout que, tu sais, à l'époque du Glory, je te jure, en fait, ce qui s'est passé par exemple avec Jordan, c'est ce qui se passait avec plusieurs adversaires à lui. Donc, j'ai envie de te dire, on pourrait dire que c'est une éventualité si Doumbé gagne le combat. Honnêtement, avec le recul, Mika, c'est comme avec Jordan. Mais j'étais même le premier à dire qu'il y aura de l'opposition, que c'était serré sur le papier, tu vois. En gros, il y avait match. Mais une fois le combat terminé, je prends du recul, je me dis, ouais, en fait, c'était une éventualité, tu vois. Parce qu'en ouais, fait, mais tu te remémores en fait ce qu'il a fait auparavant et c'est je suis d'accord, répétitif. mais regarde, même Jordan Zebo qui avait encore moins à perdre que Baki, bah là, quand même, il a perdu 6 mois. Il a déjà perdu 6 mois, entre guillemets. Et Oui, parce sa qu'il y a eu hype, un chaos et il y a eu, bah tu vois. ouais. Mais la hype de Zebo maintenant, elle est pas. Et c'est une histoire qui va le suivre. Attention, hein, Attention, franchement. Mika, hein, il a pris des centaines de milliers de followers quand même. Mais ça sert à quoi, centaines de milliers de followers, si derrière tu performes pas? Oui, Faut bien arrêter. sûr. Bien sûr, Ah bien sûr. non, gros, franchement, je préfère ne pas avoir pris des centaines de milliers de followers que d'avoir pris ce KO. Faut Non, être honnête. non, attends, attention, hein, je suis pas en train de comparer les deux, je te parle par rapport à la hype. Ouais, mais la hype, le problème, c'est que la hype derrière, elle était dramatique pour lui. Ouais, effectivement. Alors, franchement, et là, bon, ils lui ont mis un gars sur lequel normalement il pourra se refaire au Ares, mais c'est pas non plus un combat facile qu'ils lui ont mis. Après, c'est un combat, normalement, Jordan devrait vraiment, par ses capacités physiques, réussir à gérer. Mais ça restera, tu sais, c'est le gars, c'est le Brésilien que Boifia avait mis KO. Oui. Ah, il est pas mauvais, hein. Non, il est pas mauvais. Et surtout, voilà, on sait que Zebo, son point fort, c'est pas non plus le pied-point. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est attention quand même. Je pense que c'est un combat où il y a un enjeu. Et pour les deux combats, pour l'un des deux combattants, en tout cas, ça peut quand même créer du dégât. Mais écoute, en tout cas, à voir, on attend en tout cas les nouvelles, mais c'est vrai que, comme on a dit, tant que le combat n'est pas annoncé par l'organisation, bon, à part si c'est vraiment une source fiable, comme par exemple, je l'avais eu pour Jordan contre Doumbé, mais bon, il faut prendre les informations parfois avec des pincettes. Après, voilà, moi, à l'heure où je vous parle, j'en sais pas plus que vous. Mais bon, c'est vrai que j'ai vu des tweets du frère du petit frère de Baki, je crois, en gros, qui confirmait le combat. Baki, en fait, la veille de l'officialisation, entre guillemets, il a tweeté genre des yeux. Donc, en fait, tout laissait à croire que le combat est en train de se faire, que le combat est Ah, non, moi, de ce que j'ai compris, c'est que Baki a signé le contrat. C'est-à-dire aujourd'hui, Baki, il a signé. Maintenant, pour un contrat soit valide, il faut qu'il y ait trois personnes qui signent. Le promoteur, Baki et le clan Doumbé. Et le clan Doumbé, pour l'instant, bah, de ce qui se dit, en tout cas par Doumbé lui-même, c'est que ça n'a pas Mhm. signé. Donc c'est ça qui est étonnant. Et je pense que tant que le PFL n'a pas communiqué, il vaut mieux pas considérer que c'est un combat à 100%. Mais écoute, en tout cas, Par contre, ce qui est ça, sûr et ce qui est intéressant, c'est que c'est sûr que si Baki a combattu au PFL et a validé le truc, c'est qu'on peut être sûr que la prime, elle est minimum de 6 chiffres. Minimum. c'est fou, hein. Il il En tout cas, l'avait dit pour, en... Non, mais c'est fou parce que c'est là que tu vois que Zebo, il avait moyen de gratter plus aussi. Et, euh, et, malheureusement, et ça c'est n'a pas et été c'est- bénéfique pour mais lui. c'est là que tu vois que l'argent permet de faire beaucoup de choses quand même. Parce que quelque chose qui paraissait impensable, en réalité, quand tu payes les gens correctement, bah, il y a possibilité. En tout cas, ouais, écoute, à voir, on est connecté, on attend d'avoir un peu plus de nouvelles. On va boucler l'hebdomadaire, il a été court, mais Ouais, après, juste on qualitatif. peut faire un petit point quand même. Attention, l'UFC à venir la semaine prochaine, un peu Ouais. sous-coté. Mais moi, franchement, il y a deux gros combats sur cette UFC. C'est Sean Strickland contre Dirkus Duplessis, donc pour la ceinture des 84 kilos. Donc forcément, Oh, je te jure, 204 c'est l'UFC 297 à Toronto. Et vas-y, t'allais gros, dire quoi? je te jure, je crois qu'on est sur le plus gros écorchage de prénom. Là, t'as Pourquoi? été archi dur. Dricus Duplessis, Mika, t'as dit, ah J'ai- ouais, chaud, chaud, chaud. Ben, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit Dricus Duplessis, ouais, j'étais Je te bizarre. jure, t'as pas dit ça. J'allais dire Circus au début, après je me suis rattrapé.
Commence pas. Et après, on a Arnold Allen contre Movsar Evloev. En plus, le pauvre Movsar Evloev, tout le temps, je dis Mov. Bref, à chaque fois, Mais j'écorche son. Arnaud Dallet, tu disais Woody Allen. Ouais, bon, bref. Arnold Allen contre Movsar, ça va être un combat de ouf que j'attends avec impatience, mais vraiment avec impatience. Mhm. Ensuite, on a Sean Strickland contre, je le disais, Dricus du Plessis. Et sur la carte aussi, il y a d'autres combattants qui vont être sympas à voir. On a le retour de Chris Curtis, il y a Neg Magny qui va être sur la carte, et il y a Charles Jourdain aussi. J'aime bien les combats de Charles Jourdain. Donc en tout cas, ça va être une belle carte. Et d'ailleurs, je me disais, dans quelles circonstances on pourrait pas un jour voir Gomis Charles Jourdain ou Morgan Charrière Charles Jourdain aussi? Ouais, c'est faisable, mais Mickey, on est fou. On a quand même laissé passer la victoire de Ankalaev sur Johnny Walker. On peut quand même en Ouais, parler, mais rapidement. Enfin, surtout que ça va peut-être le qualifier en fait pour la ceinture de la heavyweight à Poatan. ouais, t'as pas tort, effectivement. Maintenant, c'est pas un combat qui m'a marqué de fou hier. En fait, en KLF, c'est là qu'on voit qu'il est fort parce que la réalité, c'est que dans le deuxième round, au moment où le KO intervient, à part cadrer et prendre son temps, il ne fait rien. Et par contre, quand il l'a connecté sur la droite et ensuite cet hypercut, c'est là qu'on a vu une grosse différence de classe entre Johnny Walker et Ankalaev. Et d'ailleurs, en fait, Walker, il avait une seule arme dans le combat pour essayer de déstabiliser Ankalaev. C'était vraiment d'essayer de mettre du volume, faire des choses atypiques, etc. Mais ça lui a pris beaucoup trop d'énergie et il n'a pas réussi, en fait, à faire ça sur le long. Mm. Par contre, moi, j'ai eu deux révélations sur la carte d'hier. Enfin, une grosse révélation, un mec qui est à suivre dans la catégorie, c'est la catégorie de Taylor en plus. C'est Mario Bautista. Il avait affronté Ricky Simon. À mon avis, là, il arrive dans le top 15 désormais. Il n'était pas encore dans le top 15. Retenez bien ce prénom, Mario Bautista. Une boxe ultra propre, très agressive, gros volume, bon cardio. La performance de Jim Miller aussi, celui qui a réalisé le plus de victoires à l'UFC et qui a le plus de finalisations à l'UFC, c'est incroyable. C'est fou, Il hein. a pu, Il a il a perduré à 40 travers le ans. temps, lui. Ouais, il a 40 ans, ça fait plus de 16 ans qu'il a l'UFC. Bref, je pense que ça méritait vraiment de le souligner. Un peu déçu aussi d'un gars, un poids lourd, Valdo Cortés Alcosta qui a affronté Arlovski. Moi, je le voyais perdant. J'ai pas compris pourquoi on a fait perdre Arlovski sur ce combat. Franchement, c'était presque un no-fight de la part de Cortés Acosta. Et enfin, un troisième gars que je retiens, c'est Marcus Magui. Pareil, un gars de la catégorie des Bantam. En fait, hier, c'était vraiment une catégorie, enfin, une carte qui était un peu dessinée pour le futur des Bantam. Et on reviendra donc sur ça pour Taylor. Le Mika, en fait, justement, là, le poids lourd que tu as dit, je sais pas si tu as vu circuler l'information. Juste 10 secondes, je regarde si on bien. Ouais, en gros, j'ai pas compris parce que il y a un média, je crois que c'est MMA Corner, je sais plus, en gros, qui a dit que pour l'UFC 300, Thomas Spinal défendra sa ceinture contre Waldo Cortez Acosta. Et et vraiment, genre, l'info, elle a été relayée. Non, mais J'ai. non, mais c'est impossible. Écoute Ouais, ce que mais je je dis. sais, mais genre, l'info, elle a été relayée. Je vais le mettre à Non, mais c'est l'image, une là. erreur. C'est genre, à mon avis, c'est un truc, genre, c'est quand ils ont vu le combat pour se foutre de sa gueule, ils ont dit, ouais, bah, on Ouais, va. c'est que je me suis dit aussi, mais après, moi, je suis pas bilingue, je connais pas l'humour des Anglais ou des Américains. Mais je te Non, jure, genre, mais, l'info, elle a été relayée. En plus, c'est un gars qui travaille pour le MMA, MMA Our, là, tu sais, le truc de Darren Elwani. non, Bref, en mais tout ils se cas, sont foutus. Je te jure, c'est parce qu'ils se sont foutus de la gueule du combat. Déjà, je te jure qu'ils méritent pas la victoire contre Arlovski. ouais. Il Mais, mérite pas la victoire. Et ce gars-là, mais vas-y, il a des années-lumière du top 5 ou top 10 de la ouais. KT pour moi. Et Mais pour revenir, ouais, vraiment. pour revenir rapidement sur Ankalaev, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, on a potentiellement le futur champion des light heavyweight. Par contre, ce que je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est l'ego qui parle, si c'est un manque de fight IQ. Là, sur Twitter, il y a eu un échange entre lui et Poatan, en gros, où Ouais, mais Ankalaev, il dit ça qu'il c'est va du trash pas talking. utiliser sa En vrai. lutte. OK? Mais quand tu regardes le combat qui avait eu lieu contre l'ancien champion, comment il s'appelle? Je vais vérifier son Ouais, nom. Blakovic. Blakovic. En fait, Ankalaev, bon, même si la décision était un petit peu frauduleuse et que même Blakovic, il dit qu'il a pas gagné ce combat, tu vois, il lui fait un travail de sable sur des calf kicks et tout. Et en fait, c'est
qu'à partir du 3 ou 4e round qu'en Ankalaev, il a commencé à utiliser sa lutte. Pourtant, le gars, il a un gros background de samboïste et de lutteur. Et c'est pour ça, en fait, je comprends pas pourquoi, en fait, il fait pas plus marcher, en fait, ses points forts, même il a une belle boxe, même il a du punch. Et en fait, si on le met demain face à Poatan, je me dis qu'il a largement, pour moi, les armes, mais de lui rouler dessus, tu vois. Après, voilà, faut pas se faire connecter par Poatan. Ouais, Mais, attention, hein, moi, quand tu me dis ça. Après, moi, Mika, il y a autre chose qui m'intrigue quand même, c'est comment on a pu évincer si rapidement, c'est Jamal Hill. Je comprends pas il est comment le mec. blessé. Ouais, mais il est plus blessé là. Oh, Là, bah, il va en tout pouvoir cas, c'est lui revenir. qui, après, c'est ça, c'est lui qui a laissé la ceinture, hein. Oui, mais il l'a laissé, mais là, maintenant, il est plus blessé. Là, dans 3 mois, il peut recombattre, tu vois. Et Bah, je c'est ça sais que pas, j'arrive j'ai pas à pas eu de nouvelles de comprendre, lui, c'est en tout comment cas. on le sort de l'équation. Bah, je pense que s'il n'y a pas de nouvelles de lui, c'est qu'il est peut-être pas encore. Il a pas peut-être. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que lui, il s'est déplacé justement hier, hein. Ah, ouais, bah, tu vois. Bah, après, Il tu me était diras, ils sont présent peut-être pas et. loin. C'était à l'Apex hier, non? Ouais, ouais, c'était Ah, à c'était à l'Apex, l'Apex. bah oui. Ouais, mais Bah, j'ai trouvé ça écoute, étonnant. en tout cas, on va conclure l'hebdomadaire. On revient, et c'est une promesse, très prochainement avec des invités. C'est en train de se cuisiner, donc soyez patients. On tient nos promesses, même si ça prend du temps parfois. Et bah, écoutez, à très très vite. Passez une bonne semaine. Merci de votre Et fidélité. bientôt aussi, on réinsiste sur une vidéo qui va sortir sur les Français à l'UFC, Elle est déjà seulement sortie au à moment où l'UFC. celle-là sortira. Ok, bon bah voilà, allez la voir, c'est une vidéo les Français à l'UFC et l'actualité, ce qu'on attendait en 2024. Salut Mika, salut à tous. Ciao, Ebi.